Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Vincent, vous revenez ce matin sur la rencontre russo-américaine hier en Arabie Saoudite, prélude à l'ouverture des négociations de paix et à la rencontre prochaine entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Oui, alors le palace saoudien, avec son décor funèbre dégoulinant d'acajou et de marbre comme un funérarium, le palace saoudien était le cadre idéal pour la reprise du dialogue et pour enterrer l'Ukraine souveraine. Il y avait un côté retour vers le passé, avec de part et d'autre de la table, engoncés dans leur fauteuil, des hommes capables de négocier pendant 4h30, accrochés à la table, des fauves à sang-froid, prêts à se partager le monde. Sergueï Lavrov, l'indéboulonnable ministre des Affaires étrangères, était déjà là au début de la guerre avec l'Ukraine en 2014, quand il accusait la CIA d'avoir fomenté un coup d'État à Kiev. À ses côtés, Yuri Ushakov, l'inusable Sherpa de Vladimir Poutine, lui aussi interprofessionnel, capable de couper les cheveux en 4, l'Ukraine en 2, les problèmes en 1000, sans jamais perdre de vue l'objectif. Et puis enfin, Kirill Dmitriev, qui préfère rester dans la coulisse, le financier qui prépare la levée des sanctions prises il y a 10 ans. Et en face, 3 Américains qui n'ont jamais négocié avec les Russes. Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui s'est fait une spécialité des dossiers complexes, Mike Waltz, qui était déjà au Conseil de sécurité il y a un quart de siècle, et enfin Steve Witkoff, l'homme d'affaires qui a la confiance de Donald Trump. Tous graves et décidés à trouver un accord. Le contraste est saisissant avec la table ronde réunie à l'Élysée avec des dirigeants européens indécis, d'accord sur rien mais sourire aux lèvres, se livrant à un pur exercice de com'. Bon alors, qu'est-ce qui en sort ? Alors, on n'a aucune précision sur la composition des équipes de négociateurs, le calendrier, ni même sur le rendez-vous entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Mais en renouant le dialogue comme au temps de la guerre froide, les Russes ont obtenu ce qui leur importe plus que tout, d'être traités d'égal à égal comme au temps des Soviets. D'ailleurs, et c'est le second point décisif, ce n'est pas de l'Ukraine qu'ils ont parlé en priorité, mais de l'architecture de sécurité en Europe, de coopération sur le désarmement, de la levée progressive des sanctions, avec toujours la même exigence des Russes, tenir l'OTAN loin de leurs frontières. En revanche, ils ne s'opposent plus à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et pendant ce temps, Volodymyr Zelensky est en colère. Il refuse que le sort de l'Ukraine se décide sans elle. Alors, il devait se rendre aujourd'hui à Riyad après la bataille. Il a repoussé sa visite. On comprend son amertume et on mesure aussi sa solitude. La semaine dernière déjà, il s'était rebiffé contre le pillage qu'envisageait l'émissaire américain prêt à prendre le contrôle des ports ukrainiens, des infrastructures, des métaux rares. Maintenant, c'est son sort personnel qui semble scellé. Les Russes ont expliqué qu'ils voulaient bien discuter avec lui, mais qu'ils ne pourraient pas signer d'accord de paix puisqu'il n'a plus de légitimité. Washington approuve. Donald Trump a même eu un commentaire fielleux hier soir en affirmant que les dirigeants ukrainiens n'étaient plus soutenus que par 4% de la population. Nul ne sait d'où il tire ce chiffre. Il signifie seulement qu'il faut passer Zelensky par-dessus bord, comme si les Ukrainiens étaient responsables de leur malheur. Vous n'auriez jamais dû commencer la guerre, vous auriez dû conclure un accord, a dit Donald Trump. Décidément, et sans même le demander, les Russes sont en train d'obtenir tout ce qu'ils n'avaient pas réussi à arracher en tempêtant il y a 10 ans. La suite, demain. Merci Vincent Hervouet pour l'édito international.